Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de la signification par voie électronique. Je pense que certains d'entre vous ont déjà, peut-être tous d'ailleurs, suivi des formations à ce niveau-là, qui vous ont vraisemblablement plus expliqué les aspects pratiques de la chose. En tant que professeur de droit judiciaire, c'est plutôt les aspects juridiques qui m'intéressent. Et donc, je me suis intéressé aux mécanismes juridiques et aux principes qui sont sous-tendus par ce mécanisme et aux changements que ça pourrait entraîner dans l'utilisation de ce mécanisme très très important qu'est la signification. Alors, la signification par voie électronique s'inscrit dans une problématique qui fait couler beaucoup d'encre, c'est celui des actes authentiques électroniques. Et c'est une véritable révolution, parce que la force probante authentique qui s'attache à l'acte authentique, elle tient à ce que l'officier public ou ministériel peut voir, peut entendre, et donc il peut attester personnellement. Qu'est-ce qui reste de cette force probante authentique à partir du moment où l'acte en question est passé par voie électronique? Le problème est transversal, ne concerne pas uniquement les huissiers, c'est la même chose pour les notaires avec l'acte notarié électronique. On pourrait peut-être imaginer contourner la difficulté en passant des actes notariés par vidéoconférence, où là le notaire verrait et entendrait encore quelque chose. Mais lorsque l'officier public et ministériel est devant son ordinateur, tout ce dont il peut attester, c'est ce qu'il voit à l'écran. Et donc il y a un déplacement de la substance du travail de l'officier public ou ministériel vers des intermédiaires qui, eux, vont gérer les aspects électroniques de la communication. Alors, d'où vient la signification électronique? Contrairement à ce que certains d'entre vous pourraient croire, ce n'est pas du tout quelque chose de récent. La signification par voie électronique existe depuis 12 ans. En effet, dans le cadre du projet Phénix, le code judiciaire avait été adapté par 2 lois de juillet et d'août 2006 de façon à permettre l'exécution d'une procédure par voie intégralement électronique. Et dans ces lois se trouvait un article qui prévoyait la possibilité de réaliser une signification par voie électronique. Mais cet article était en fait une sorte de squelette. Il tenait en une phrase qui disait « La signification peut avoir lieu par voie électronique ». On n'en savait pas plus à la lecture de la loi. Elle devait être précisée par un arrêté royal qui, lui, aurait développé les modalités du processus. Le ministre de la Justice de l'époque, Loreto Kolinx, avait choisi l'université de Namur pour rédiger un projet d'arrêté royal, et puis on sait ce qui s'est passé. En mars 2007, le projet Phénix a été arrêté et l'arrêté royal n'a jamais été développé. Alors, cette disposition, puisqu'elle était seule sur la signification électronique, elle a finalement été abrogée en même temps que les lois sur la procédure électronique qui ont été abrogées en 2016. Mais certaines des solutions qui avaient été choisies à l'époque par les auteurs de l'avant-projet de loi ont été reprises dans la législation actuelle. Alors, la signification électronique réapparaît dans Pot-pourri 3, c'est-à-dire la loi du 4 mai 2016. Je vous ai dit que la disposition des lois de 2006 était très laconique. Elle ne faisait qu'énoncer le principe, mais laissait le lecteur sur sa faim. Je crois qu'on peut en dire autant des dispositions légales qui régissent la signature électronique. Elles sont tellement vagues, tellement générales, que le lecteur aura bien du mal de se faire une idée précise du fonctionnement du mécanisme à la simple lecture de la loi. L'arrêté royal lui en dira un petit peu plus. C'est surtout la lecture de l'exposé des motifs et la démonstration pratique du fonctionnement du système qui permet de savoir comment fonctionne le mécanisme. Il est repris à l'article 32 quater bar 1 du Code judiciaire. Je vous ai dit, c'est une disposition vague et peu compréhensible. Elle est précisée par l'exposé des motifs essentiellement. C'est à la lecture de l'exposé des motifs qu'on comprend plus ou moins comment cela fonctionne. Alors, ces dispositions ont fait l'objet d'un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle qui a été rejeté par un arrêt du 5 octobre 2017. Dans le texte écrit qui paraîtra prochainement, j'ai repris et analysé un certain nombre de passages de cet arrêt. Alors, quel est le problème de départ? Qui dit communication électronique dit adresse électronique. Nous savons tous que les adresses électroniques posent des problèmes parce que nous avons tous plusieurs adresses électroniques. Personnellement, j'en ai 5.
J'ai une adresse privée que j'utilise essentiellement, une seconde adresse privée que j'utilise plus occasionnellement, j'ai deux adresses pour les deux universités où je travaille et j'ai une adresse en tant que magistrat. Si on devait me signifier un acte, laquelle utiliser? En outre, les adresses électroniques, contrairement aux adresses physiques, ne sont pas stables. Du jour au lendemain, on peut décider de changer d'adresse et cesser d'utiliser une adresse précédente. Alors, pour l'huissier qui devrait procéder à une signification électronique, quelle garantie a-t-il que l'adresse qu'il va utiliser est toujours utilisée? Alors, la réponse utilisée par le législateur, c'est de créer un double système. Le premier, c'est l'adresse judiciaire électronique, qui est une adresse qui ne sert qu'à cela, qui est dédiée spécifiquement à la communication électronique judiciaire. En cela, le législateur actuel n'a rien inventé puisque c'était déjà la solution qui avait été élaborée dans les lois Phoenix en 2006. C'est donc une adresse qui ne servira qu'à la communication électronique judiciaire et qui sera attribuée à tout citoyen ou à toute personne morale par la Banque Carrefour des entreprises pour les personnes morales et par le registre des personnes physiques pour les personnes physiques. C'est le futur. Ce système d'adresse électronique, d'adresse judiciaire électronique n'est pas encore en place pour l'instant et il ne pourra être mis en place que lorsqu'un certain nombre de présupposés seront remplis, notamment que tous les citoyens seront prêts à utiliser ce genre d'adresse. En attendant, le législateur a adopté une autre adresse, un autre mécanisme qui, lui, était inconnu dans les lois Phoenix. C'est ce qu'on appelle l'adresse d'élection de domicile électronique, qui est une adresse ordinaire, avec tous les problèmes que pose l'adresse électronique ordinaire. Quand un individu utilise plusieurs adresses, laquelle choisir? Qu'est-ce que ces adresses sont toujours utilisées actuellement? Et pour résoudre ce problème, le législateur impose à chaque utilisation de la signature électronique de recueillir le consentement du titulaire. Donc dans l'adresse judiciaire électronique, elle est entre guillemets imposée à tout justiciable belge et peut être utilisée sans demander son consentement. Dans l'adresse d'élection de domicile électronique, qui est le système qui pourra être mis en œuvre actuellement, là par contre, le consentement du destinataire doit être demandé à chaque fois. Bon, je passe rapidement sur les détails pratiques. Donc le destinataire reçoit une demande de consentement dans laquelle on lui explique qu'il va se voir adresser une signification par voie électronique. Il doit s'identifier avec sa carte d'identité. Il doit ensuite manifester son consentement à la signification, grâce à quoi il peut accéder à une plateforme électronique où il pourra ouvrir l'acte et le lire et le télécharger. Il reçoit à ce moment-là une confirmation que la signification a été réalisée et l'huissier lui-même reçoit également une confirmation. Voilà, grosso modo, le canevas général d'exécution du mécanisme. Alors, le problème est comment connaître l'adresse d'élection de domicile électronique puisque c'est une adresse tout à fait ordinaire, c'est une adresse standard utilisée par n'importe quelle personne. Alors, s'il y a déjà eu des significations électroniques antérieurement, l'adresse d'élection domicile électronique doit être conservée dans le registre central des actes authentiques dématérialisés. C'est un indice, mais ça ne veut pas dire qu'elle pourra être utilisée à nouveau, puisque, je le rappelle, le destinataire doit donner son consentement à chaque utilisation. Peut-être que cette adresse qui a été utilisée antérieurement pour une signification électronique ne sera plus utilisée par la suite, donc il n'est pas garanti que le destinataire à qui on a déjà signifié des actes acceptera une signification électronique à cette adresse dans le futur. Lorsqu'il n'y a pas encore eu de signification électronique au destinataire, à ce moment-là, cette adresse, il faudra essayer de la retrouver par des moyens, tous les moyens que vous pouvez imaginer. Elle peut être connue parce qu'il y a eu des échanges de correspondance électronique entre les parties avant l'introduction de la procédure. Elle peut être connue parce qu'elle est renseignée sur un site web, sur le papier en tête d'une des parties, etc. Si elle n'est pas connue de l'huissier, l'utilisation de la signification électronique sera impossible. Alors, ce qui est un point important, c'est évidemment la date. La date dans la signification traditionnelle, elle est attestée avec force probante authentique par l'huissier. Qu'en est-il dans le système de signification électronique? Alors, en ce qui concerne la signification à l'adresse d'élection de domicile électronique, la loi dit
l'huissier reçoit une confirmation dans les 24 heures qui suivent la demande de consentement. À ce moment-là, s'il reçoit cette confirmation, la date de la signification est la date de la demande de consentement et non pas la date d'envoi du consentement par le destinataire. Ce n'est certainement pas la date de prise de connaissance effective de l'acte, mais ça n'est pas surprenant dans la mesure où c'est une reproduction de ce qui existe déjà avec les mécanismes traditionnels. Quand vous faites une signification à domicile et que vous remettez l'acte à un membre de la famille ou à un préposé, vous ne savez pas quand le destinataire va en prendre connaissance, mais c'est le moment où vous remettez l'acte à la personne que vous rencontrez qui sera la date de la signification. Quand vous réalisez une signification par dépôt, la signification s'opère au moment où vous rendez au domicile du signifié et que vous déposez l'acte dans sa boîte aux lettres. Peu importe le moment où il va effectivement prendre connaissance de l'acte, peut-être n'en prendra-t-il jamais connaissance, mais on ne peut pas, pour faire fonctionner d'une manière efficace un système de signification, faire dépendre la date du moment où le destinataire va effectivement prendre connaissance de l'acte, parce que c'est un moment qui est très difficile à déterminer, et d'autre part, on serait suspendu à la bonne voie du destinataire. Il suffirait qu'il laisse l'enveloppe sur son bureau pendant des semaines sans jamais l'ouvrir, pour qu'il puisse ainsi retarder les effets de la signification. Donc, dans l'environnement traditionnel, la signification n'est pas subordonnée à la prise de connaissance de l'acte, dans l'environnement électronique non plus. Alors, ce mécanisme de fixation de la date à la date de la demande de consentement et non pas à la date de l'émission du consentement entraîne une légère rétroactivité de la date, puisque vous avez la demande de consentement à gauche, le consentement à droite. La date de la signification, une fois que le consentement est reçu, est en réalité la date de la demande de consentement, et non pas le moment où le consentement a été réalisé, ce qui aboutit à faire rétroagir de quelques heures la date de la signification, et qui peut, dans certains cas, si la prescription arrive à échéance entre le moment de la demande de consentement et le moment du consentement, pourrait éventuellement sauver la signification et lui donner une validité, permettre de la réaliser en temps utile. Ceci dit, je pense que procéder à une signification par voie électronique au dernier moment, à la dernière minute, alors qu'un délai est en passe d'arriver à échéance, me paraît un mécanisme extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que si l'huissier n'obtient pas confirmation dans les 24 heures de la demande de consentement, soit que le destinataire n'ait pas répondu, soit qu'il ait répondu négativement, l'huissier doit alors signifier par voie traditionnelle. Ce qui veut dire que la date de la signification, à ce moment-là, sera celle de la signification traditionnelle. Ce qui veut dire que si la signification est à réaliser dans les 24 heures de l'échéance d'un délai, l'huissier s'expose à des grosses difficultés si jamais le destinataire n'accepte pas la signification par voie électronique ou ne répond pas. C'est vraiment un quitte ou double. Si vous êtes à 24 heures de l'échéance du délai, tant mieux pour vous si le destinataire a répondu positivement. Si le destinataire ne répond pas positivement ou s'il y a un problème informatique quelconque, vous serez à ce moment-là contraint de procéder à une signification par voie traditionnelle. Et si vous attendez l'expiration du délai de 24 heures, vous risquez fort de vous retrouver hors délai, au-delà de l'échéance du délai de prescription. Alors, qu'en est-il s'il y a un problème informatique ? Dans les lois Phoenix, c'était expressément prévu. Et il était indiqué explicitement que le problème informatique était assimilé à un cas de force majeure, et donc que les délais recommençaient à courir à partir du moment où ce problème avait été levé. Dans la loi actuelle, il n'y a plus rien de prévu à ce niveau-là. Ceci dit, un problème informatique pur, l'impossibilité de délivrer la signification parce qu'il y aurait un dysfonctionnement du système, je pense qu'on pourrait effectivement l'assimiler à un cas de force majeure. Par contre, le refus ou l'absence de réponse de la part du destinataire, ce n'est certainement pas assimilable à un cas de force majeure, c'est un événement que l'huissier doit pouvoir prévoir. Ce qui me permet de dire que lorsque la signification doit avoir lieu à très proche distance, à très peu de temps avant l'expiration d'un délai, je crois que la signification traditionnelle doit être privilégiée parce que la signification par voie électronique se montre relativement aléatoire à ce niveau-là. Sauf peut-être si vous avez affaire à un destinataire qui a l'habitude de recevoir des actes
par signification électronique et que vous pouvez tabler sur le fait qu'il ne refusera pas et qu'il répondra dans les délais parce qu'il l'a toujours fait antérieurement, mais ça reste malgré tout une opération un peu risquée s'il y avait la moindre difficulté pratique. Alors, l'interdiction de signifier la nuit, le week-end et le jour férié, rien n'a changé. Bon, la ratio legis de cette disposition, c'était d'assurer à la fois le repos du justiciable, mais aussi la tranquillité de l'huissier, ne pas l'obliger à travailler le week-end ou la nuit. En matière électronique, ça a moins de sens. Il est clair que recevoir un mail à 11 h du soir dérange moins que d'avoir un huissier qui vient sonner chez vous à 11 h du soir. Par contre, le fait d'interdire la signification la nuit ou le week-end garde malgré tout une utilité et une logique dans un environnement électronique, dans la mesure où si vous attendez une réaction dans les 24 heures et que vous signifiez par voie électronique le week-end à une adresse qui est utilisée à des fins professionnelles, il est fort probable que vous n'aurez pas de réponse dans les 24 heures. Et donc, l'idée d'empêcher la signification le week-end, en tout cas, ou pendant les vacances, me paraît toujours judicieuse. Au niveau de la compétence territoriale, rien n'a changé. Ce n'est pas parce que l'environnement électronique abolit les territoires et les distances que n'importe quel huissier belge pourrait effectuer la signification à n'importe quel endroit, parce que si la signification électronique échoue, l'huissier doit à ce moment-là recourir à la signification traditionnelle, et là, la notion de territoire retrouve toute sa signification. Alors, le législateur a mis en place un registre central des actes authentiques dématérialisés, qui est une base de données qui reprend toutes les données relatives aux significations électroniques, ainsi que la liste des adresses d'élection de domicile électronique déjà utilisées antérieurement. Donc, c'est là que l'huissier peut aller rechercher, avant de procéder à la signification, pour voir s'il n'y a pas eu de signification par voie électronique antérieure et s'il ne peut pas aller repêcher une adresse d'élection de domicile électronique dans cette base de données. Ceci dit, je pense que le législateur a été inattentif à un point, c'est que quand on lit la loi, on dit que le registre central des actes authentiques dématérialisés fait parvenir la confirmation de la bonne fin de la signification. Une base de données, c'est juste un agrégat de données, c'est quelque chose d'inerte. Une base de données ne fait pas parvenir une confirmation. Donc, en réalité, quand on dit que le registre confirme la bonne fin de la signification électronique, c'est implicitement reconnaître qu'il joue un double rôle. D'une part, c'est une base de données, c'est une masse de stockage d'un certain nombre de renseignements concernant les significations électroniques qui ont déjà eu lieu, mais c'est aussi un agent, un acteur de la transmission, puisque c'est lui qui certifie la bonne fin de la signification électronique. Le registre appartient donc à la catégorie de ce qu'on appelle les tiers de confiance qui interviennent en matière électronique pour pouvoir certifier, pour pouvoir garantir la bonne fin de l'exécution d'une opération menée par voie électronique. Les tiers de confiance garantissent les signatures électroniques, ils garantissent l'horodatage de documents, ils garantissent l'archivage de documents. Eh bien, je pense que le registre central est également un tiers de confiance. Si on examine dans le règlement européen qu'on appelle en jargon eIDAS, parce que son nom est beaucoup trop long, sur les identités numériques, on se rend compte que le registre en fait remplit 3 tâches qui sont habituellement confiées à des tiers de confiance et qui le sont en tout cas selon ce règlement européen. L'horodatage, le système va garantir la date de la signification, l'archivage, puisque le système conserve la trace des opérations antérieures, et l'envoi recommandé électronique. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre d'assimiler une signification à un envoi recommandé électronique, mais si on lit la définition de l'envoi recommandé électronique dans le règlement, on se rend compte qu'en réalité c'est une opération extrêmement large qui peut recouvrir des opérations un peu plus spécifiques comme des significations par voie électronique. Donc je crois vraiment que le registre doit être assimilé à un tiers de confiance, et de ce fait-là, je pense que le législateur n'a pas du tout aperçu cette dimension-là et aurait pu se montrer un petit peu plus loquace concernant le statut et les garanties qu'on attend du registre à ce niveau-là. Un petit mot sur la typologie des significations. Dans quelle catégorie ranger la signification électronique ? Déjà, en commentant les dispositions de la loi de 2006, un auteur, Vincent Lambers, disait « c'est une forme atypique sui generis de signification, on ne peut pas la ranger dans les catégories classiques, ce n'est ni une signification à personne, ni une signification à domicile, ni une signification par dépôt, c'est vraiment une catégorie nouvelle de signification qui est ainsi créée. Ce n'est pas non plus, et là l'appellation donnée par la loi est trompeuse, ce n'est pas une élection de domicile au sens procédural du terme.
Parce que l'élection de domicile, elle se fait dans un lieu. Or, ici, une adresse électronique, ce n'est pas un lieu, c'est un mécanisme qui permet la communication d'un document par voie électronique. Ce n'est pas un critère de compétence territoriale, alors que l'élection de domicile, à l'article 624 du Code judiciaire, est un critère de compétence territoriale. Et contrairement à l'élection de domicile classique, judiciaire, qui est durable puisqu'elle dure pendant toute la durée de l'instance, l'utilisation d'une adresse d'élection de domicile électronique n'est pas durable puisqu'à chaque fois qu'on doit refaire une signification au destinataire, on doit à nouveau lui demander son consentement. Le choix du mode de signification en matière pénale, c'est le parquet qui choisit et on se pose évidemment la question de savoir, et c'est un petit peu ce que disait la Cour constitutionnelle dans son arrêt, à l'égard de certaines personnes comme les détenus qui risquent de ne pas avoir accès à un ordinateur et de ne pas pouvoir consulter leur courrier électronique, il est clair que le parquet devra être sensible à cette situation et devra vraisemblablement dans ce cas recourir à des modes de signification par voie traditionnelle. En matière civile, c'est le choix de l'huissier. Lorsque la signification doit être réalisée au procureur du roi, c'est la forme électronique qui doit être privilégiée. Et il est clair que dans un premier temps, on utilisera ce système, c'est ce qui va se passer également en France, qu'à l'égard de certains destinataires choisis, des destinataires qui sont des destinataires bienveillants, qui seront prêts à jouer le jeu et à accepter l'utilisation de ce processus. Ce seront évidemment, on pense à des intervenants habituels du monde judiciaire, des avocats chez qui on aurait fait une élection de domicile, d'autres huissiers de justice, des notaires, ou éventuellement des administrations publiques ou certaines entreprises privées qui reçoivent beaucoup de significations et qui pourraient trouver un intérêt à recourir à ce système, comme des banques ou des compagnies d'assurance. C'était aussi ce qui avait été prévu dans les lois Phénix, puisque dans la loi Phénix, l'adresse judiciaire électronique devait être demandée et acceptée par le destinataire. Et on aurait utilisé à ce moment-là le système qu'à l'égard de ce qu'on appelait les destinataires consentants, des personnes qui acceptaient de rentrer dans le système et de jouer le jeu de la signification électronique. Dans le futur, par contre, la signification aura lieu à non plus l'adresse d'élection de domicile, mais l'adresse judiciaire électronique. Et là, on ne demandera plus le consentement, on ne demandera plus l'avis du destinataire. C'est un mécanisme beaucoup plus dangereux, dans la mesure où, si vous acceptez, après avoir été spécialement interpellé par un huissier de justice, si vous acceptez que l'on utilise votre adresse électronique pour vous signifier un acte par voie électronique, c'est que vous êtes consentant, vous acceptez de rentrer dans le système et d'utiliser ce mécanisme, et vous êtes averti. Par contre, si on attribue à tous les citoyens belges une adresse judiciaire électronique dans le futur, que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont consulter cette adresse tous les jours pour le cas où dans 20 ans ou 10 ans, on leur signifiera peut-être un acte par voie électronique? Ça me paraît un mécanisme beaucoup plus dangereux. Le ministre, dans les travaux préparatoires, avait promis que cette adresse ne serait utilisée que lorsqu'on aura la garantie que tout citoyen belge sera suffisamment familiarisé avec l'informatique et aura un accès réel à un ordinateur. Si vraiment cette condition doit être remplie, je crois que l'adresse judiciaire électronique, on ne l'utilisera jamais. Ma conclusion, donc la signification telle que nous allons la connaître d'ici peu à l'adresse d'élection de domicile électronique me paraît un mécanisme dans la mesure peu dangereux pour le destinataire, puisque comme on est à chaque fois obligé de lui demander son avis, c'est une bonne garantie de son information et de son consentement, de son assentiment à l'utilisation de ce mécanisme, et c'est certainement un mécanisme qui permettrait un gain de temps manifeste à l'égard de certaines catégories de destinataires qui sont particulièrement sollicités dans la communication par signification. Je vous remercie pour votre attention.